Qui a démonté la tour Eiffel? Les enquêtes de Nino par Claudine Aubrin. Quand maman m'a dit que nous allions recevoir ma cousine qui habite au Québec, un pays pas très loin du Groenland, je pensais voir arriver une fille habillée de peau de phoque et de fourrure. Pas du tout. Rosalie possède un smartphone vert pomme et porte un jean et une chemise, tout ce qu'il y a de plus normaux. Pendant que ma cousine finit de s'installer dans la chambre d'amis, maman, sans quitter des yeux l'écran de son ordinateur, me dit « Nino, Rosalie doit avoir envie de découvrir Paris. Tu peux lui proposer des visites originales ?» Ma cousine a 22 ans et des endroits intéressants, elle a dû en voir plus que moi. Elle voyage beaucoup. Mais je suis polie. Dès qu'elle nous rejoint, je lui demande « Tu vas aller quelque part, Rosalie ?» J'imagine qu'elle va me dire qu'elle aimerait se promener dans un quartier branché, prendre un thé dans un salon à la mode ou, pire, faire des courses dans les grands magasins. Et là, surprise, avec sa façon bien à elle de parler français, elle me répond « Oh, j'ai ça magasiné. Ce qui serait le fun, c'est de voir la tour Eiffel. » Bonne idée, dit aussitôt maman. T'emmènes Nino ? Je peux te faire confiance, Rosalie. Je n'aime pas trop quand maman parle de moi comme si j'étais un bébé qu'il faut tout le temps surveiller. Mais je ne relève pas. Avec Rosalie, nous filons tout de suite dans le métro. Quand nous arrivons à la tour Eiffel, nous constatons que des tas de gens ont eu la même idée géniale que nous. Une longue file de touristes s'est formée. Je pense que ma cousine va se décourager, mais non, elle sourit, lève la tête et dit « Oh, j'ai ben hâte d'être tout en haut, Nino. Et toi ? T'es-tu déjà venu ici ?» La tour Eiffel, je ne l'ai visitée qu'une fois avec mes parents et mes sœurs. Je me souviens que papa nous avait raconté que le sommet bougeait de quelques centimètres. Comment ? Je m'en souviens plus. Mais Rosalie, question métal, elle doit s'y connaître. Elle est étudiante dans une école d'ingénieurs. Je lui demande de m'expliquer. C'est à cause de la chaleur ou du vent. L'acier chauffé penche du côté opposé au soleil. Aujourd'hui, ça devrait aller, il n'y a pas de vent ni de soleil. Tandis qu'elle me raconte que Gustave Eiffel a aussi réalisé le squelette de la Statue de la Liberté et qu'il a dessiné des tas de ponts, de passerelles, de gares et de viaducs, nous avançons petit à petit dans la queue. Nous approchons de la caisse quand des sirènes retentissent. À côté de nous, une femme s'écrie « Oh, vous entendez, il est arrivé quelque chose, c'est la police !» Elle a raison, il s'agit bien d'une sirène de police, mais ce n'est pas le moment de quitter la file d'attente pour aller voir ce qui se passe. Dans quelques minutes, ce sera notre tour. Chapitre 2. Derrière nous, des touristes râlent. Je me retourne, occupée à fouiller dans son sac, ma cousine ne voit pas l'homme arriver. Il se faufile dans la queue, passe devant tout le monde, bouscule Rosalie. Aussitôt, elle se rattrape à mon bras. Je la soutiens du mieux que je peux, en toisant l'homme qui prend notre place au guichet. Ma cousine, ce n'est pas le genre à se laisser faire. Elle lui lance « Hé, maudit niaiseux !» L'homme n'en a rien à faire. Il est habillé de sombre, porte des chaussures marron clair presque orange. Grand et carré des épaules, il en impose. Je fais signe à ma cousine de se calmer, tandis que devant nous, l'homme sort de sa poche un billet de 20 € tout froissé. Il le pose à la caisse, prend le ticket, oublie la monnaie et file vers les ascenseurs. Là aussi, il dépasse les gens qui font la queue. Mais les touristes, déjà bien entassés dans la cabine, le repoussent. Il est obligé d'emprunter les escaliers. Agacée, Rosalie arrange ses cheveux, rajuste sa veste et s'exclame « Mais c'est qui ce colon ? Si je le retrouve, il va avoir affaire à moi !» Autour de nous, les gens ont vu la scène, ils s'indignent, mais ils ont avant tout envie de visiter la tour et nous pressent de payer. C'est ce que nous faisons. Puis nous nous dirigeons vers les ascenseurs. Pendant que nous montons, nous entendons à nouveau les sirènes de la police. Bloqués à l'intérieur de la cabine, j'aimerais bien voir ce qui se passe. Hélas, nous sommes serrés comme des sardines. Entre deux touristes, je peux juste apercevoir les poutrelles et un bout de ciel gris. Dès que le liftier arrête l'ascenseur au premier étage, nous sortons à l'air libre.
Je me demande si l'homme qui nous a bousculés est toujours dans la tour. Je m'approche du plancher de verre central. C'est super impressionnant. Tout se vide sous mes pieds. Vu d'en haut, les gens sont aussi grands que des Playmobil. Et si la police recherchait cet homme? J'écoute. Le son de la sirène s'éloigne, tandis que Rosalie me tire par la manche. Elle désigne du doigt les 4 énormes piliers et me demande: « Hé Nino, sais-tu comment ça fonctionne les ascenseurs ?» Aucune idée. Alors ma cousine m'explique le mécanisme. Un ensemble de pistons à eau et de poulies. Elle me raconte combien ces ingénieurs du 19e siècle étaient super fun. Très vite, des touristes s'agglutinent autour d'elle. Sans doute la prennent-ils pour une guide. Certains lui demandent si la tour ne risque pas de s'enfoncer dans le sol, ou même de tomber. Rosalie leur dit que ce monument pèse aussi lourd qu'un immeuble de 3 ou 4 étages. Faudrait que le vent souffle drôlement fort pour faire pencher toute la structure métallique. Le poids est bien réparti sur 4 solides piliers. Tandis que les gens lui posent des questions, je m'écarte un peu du groupe et cherche l'homme parmi les touristes qui admirent le paysage appuyé à la rambarde. Il n'y est pas. Je m'approche de la cage d'escalier. Des tas de visiteurs montent ou descendent en faisant claquer le métal sous leurs semelles, mais l'homme n'est toujours pas là. Discrètement, je reviens près de ma cousine. Puis nous prenons l'ascenseur pour le 2e étage. Là-haut, l'air fouette nos visages, nos cheveux volent devant nos yeux, tandis que Rosalie cherche à repérer notre immeuble. Je m'approche d'une des longues vues. Je glisse une pièce dans la fente et j'observe les alentours du Champ de Mars. Au bout d'un moment, je m'arrête sur la silhouette d'un homme très grand et costaud. Il porte des chaussures orange. C'est lui. D'un pas tranquille, celui qui nous a bousculés traverse l'esplanade, s'engage dans une rue, se mêle aux passants et devient un piéton comme les autres. À suivre.